Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc pour ce nouvel épisode consacré à Annecy Aventure, l'agence de tourisme éco-responsable basée à Annecy, créée par Étienne Andréis. Bonjour Étienne. Bonjour Thierry. Alors cet épisode consacré à votre agence, une entreprise 100% éco-responsable, nous est proposé par notre partenaire, l'association IDÉ, à laquelle vous adhérez également. Merci de nous recevoir en tout cas ici à Saint-Joriot, plus précisément à la Crique, une base de loisirs ouverte au public et aux entreprises, dont nous parlerons tout à l'heure plus en détail. Mais tout d'abord, Étienne, pour mieux faire connaissance, je vais vous inviter à vous présenter. Quel est votre parcours, Étienne ? Merci Thierry pour cette question, mais tout d'abord mon parcours il est assez atypique. Donc moi j'ai d'abord fait des études en génie mécanique et productique et après j'ai tout de suite dévié sur la montagne parce que je suis un grand passionné de montagne et j'ai passé un diplôme d'accompagnateur en montagne, j'ai préparé le guide de haute montagne et finalement en 2004 j'ai créé une agence de voyage qui s'appelait Rando Attitude Organisation qui avait pour but d'emmener des voyageurs faire du trekking en France et à l'étranger. Et je me suis un peu spécialisé en Jordanie et dans l'Irlande, en Irlande et au Pays de Galles pour l'étranger et surtout dans les Alpes françaises également et Suisse parfois. Et après, comment est venue Annecy Aventure ? Alors Annecy Aventure, c'est un projet parce que moi j'ai déménagé et je me suis basé originaire de Maurienne, mais je me suis basé du coup après du côté d'Annecy. Et après j'ai créé cette agence en 2009. Sa sortie officielle c'était 2009, c'était un projet 2008. Voilà, donc 15 ans d'exploitation de cette agence réceptive, agence de voyage réceptive éco-responsable. Expliquez-nous ce qu'est l'agence réceptive en fait. Alors une agence réceptive, c'est une agence de voyage qui reçoit des gens sur une destination. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je prends des gens en France et je les amène à l'étranger sur une destination, là c'est les gens qui viennent sur la destination sur lesquels on organise leur séjour, leur séjour et activité. Est-ce que dès le départ, vous aviez ce cliché d'éco-responsabilité ? Oui, c'est intrinsèque à ma personnalité et aux gens. Souvent, ces choses-là, ça vient de l'éducation, ça vient de mes parents, de ma femme, des gens qu'on rencontre et c'était complètement intrinsèque à ma personne, oui. Est-ce que c'était déjà à la mode, entre guillemets, au départ ou pas du tout ? Comment étaient les départs de l'aventure ? Alors pas du tout à la mode et là je ne sais pas si on peut parler de mode mais en tout cas ça c'est quelque chose qui aujourd'hui ça parle. Oui, aujourd'hui les gens ils ont pris conscience mais c'est sûr que moi dès le début et 2004 et encore plus 2009 ce sont des dates précises chez nous, l'objectif était vraiment de proposer une activité touristique responsable, c'est-à-dire en adéquation avec l'environnement. Il faut bien comprendre que nos métiers de guide, d'accompagnateur, de moniteur qui évoluent dans l'outdoor, dans les activités de pleine nature, la nature c'est notre quotidien. Donc respectons-la dès le début et faisons en sorte que nos clients puissent la respecter parce que c'est aussi notre outil de travail. Vous étiez précurseur en quelque sorte au départ. Alors je ne sais pas si j'étais précurseur, mais c'est vrai que cette sensibilité, elle a été vraiment importante dans la construction du projet. Et vous sentez avec l'évolution au fil des années que le public s'est intéressé, c'est aussi responsabilisé pour ce genre de pratique ? Avec le Covid peut-être aussi, l'effet Covid ? Ouais, je ne suis pas sûr de l'effet Covid, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plus de données scientifiques sur le réchauffement climatique et finalement la communication autour fait que les gens deviennent de plus en sensibles à ces sujets-là et de plus en plus responsables, même s'il y a encore beaucoup de travail. Mais c'est vrai que nous on fait partie des acteurs qui sommes on est des vecteurs de la transition. C'est comme ça qu'on se définirait. On est un petit pion de la transition et on communique sur le sujet et on montre que c'est possible de faire des activités touristiques éco-responsables. Alors, on va en parler juste un peu dans le détail comme ça. Éco-responsables sont des activités non motorisées qui allient l'air, la terre, l'eau et la neige.
Oui, alors dans l'éco-responsabilité, il y a 3 piliers, l'économie, l'environnement et le social. Donc ça, c'est des piliers très importants à mes yeux. Et l'idée, c'est d'avoir un équilibre entre ces 3 piliers. Et souvent, dans notre région, comme d'autres, on met toujours l'économie en avant et c'est ce qui pose un problème finalement parce que l'environnement en pâtit. Alors, l'équilibre, il est plutôt économique. On va toujours chercher l'économie avant l'environnement. Nous, notre leitmotiv, c'est l'inverse. On va chercher l'environnement avant l'économie. Et du coup, l'équilibre, on essaye de pousser dans ce sens. Ce n'est pas facile. Faut bien comprendre que cet équilibre n'est pas facile, mais on a toujours travaillé dans cet axe-là. Alors vous parliez d'environnement, on est ici à Saint-Georges, au bord du lac d'Annecy. On peut dire que le terrain de jeu est plutôt propice, non, entre les lacs et les montagnes des Pays de Savoie ? Oui, c'est une chance et ça, il faut vraiment en prendre conscience, c'est qu'on est dans un site, on vit dans un site extraordinaire. Il suffit de faire 100 km où vous n'allez pas avoir du tout les mêmes paysages et pas du tout les mêmes diversités de pratiques. Là, aujourd'hui, on est sur lac et montagne. Souvent, certains s'amusent à dire mer et montagne, mais c'est vraiment lac et montagne. Donc, on a des activités nautiques et les activités de montagne qui sont extrêmement riches et cette complémentarité fait que le lieu il est incroyable. Vous organisez plutôt des événements sur l'eau ou en montagne justement ? Un peu des deux, c'est-à-dire que notre rôle c'est vraiment selon la saison bien sûr, l'hiver plutôt en montagne avec la neige et puis l'été pas mal sur le lac, mais aussi en montagne, on fait plein de choses. Le terrain de jeu est infini. J'allais dire sans limite. Ouais, infini. Vous proposez des séminaires pour les entreprises, d'autres animations également peut-être ? Le concept d'Annecy Aventure au départ c'est vraiment d'avoir une multi-cible, c'est-à-dire que tu sois jeune, vieux, sportif, débutant ou en entreprise ou individuel, c'est d'avoir que tout le monde est le bienvenu en fait. Et finalement d'avoir une qualité de prestation pour tous ces publics, c'est assez complexe, mais on arrive vraiment à avoir cette multi-cible qui nous permet d'être complémentaires à certains moments de l'année, d'être complémentaires à certains moments de saison compliquées. Voilà. Donc tout ça nous permet d'avoir une base solide entrepreneuriale, d'entreprise finalement. Votre leitmotiv est de créer de vrais moments de vie en harmonie avec la nature et éveiller les 5 sens en toute sécurité. Un des objectifs, ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est d'essayer de faire prendre conscience à nos clients qui viennent faire quelque chose avec nous que l'environnement dans lequel ils évoluent est fragile. Et puis qu'on peut finalement s'amuser tout en respectant complètement l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Et tout ça, bien sûr, en toute sécurité. Ça, c'est le travail des guides et des moniteurs qui les encadrent, qui leur montrent les bonnes pratiques pour qu'ils évoluent en toute sécurité. Quel est le profil de la clientèle ? Est-ce que vous avez des PME ou des grands groupes qui vous confient leurs séminaires, leurs animations outdoor ? En fait, on a tous les profils. Et on a le petit groupe de la petite PME avec 8, 10 collaborateurs qui viennent faire leur petit séminaire. Et on a le grand groupe international qui vient... peut venir à 50, 100, 200, 250, 300 s'ils veulent, avec des projets conséquents donc à gérer. Et voilà, donc on est vraiment sur tous les niveaux d'entreprise qui viennent nous voir. Et nous revoir, parce que en général ils adhèrent bien au concept et nous demandent de poursuivre les propositions d'offres qu'on puisse le faire autour du lac. Ça peut être un coup l'été, un coup l'hiver, un coup l'été autrement, etc. Voilà. Ce sont des clients fidèles. Oui, on a un taux de fidélisation qui est assez bon. Donc et dans l'événementiel corporate, donc ce qu'on appelle le tourisme d'affaires, la fidélisation est assez compliquée. Mais parce que souvent ils changent de destination. Nous,
on est plutôt fiers de ce côté-là. Ouais. Et ce sont des entreprises locales ou régionales ? Alors pas que. En fait, pas que, mais on tend, avec notre objectif environnemental fort, parce qu'il faut savoir que le plus gros impact carbone dans le tourisme d'affaires, c'est quand même le déplacement, on tend à aller chercher vraiment des entreprises locales et de les fidéliser. L'association ID dont on parlait sont quand même un vivier d'entreprises locales sensibilisées à l'environnement qui pour nous, la plupart de nos clients sont adhérents à cette association. Il y a plus de 200 entreprises adhérentes. Hein. Oui, j'espère qu'on est sur la même longueur d'onde en fait. Oui, on est déjà tous adhérents à l'association déjà. Comment on pourrait qualifier un tourisme responsable, Étienne ? Eh bien, un tourisme responsable, c'est une question qui est extrêmement compliquée et il y a beaucoup de gens qui ont écrit dessus. Après, moi, c'est ma vision du tourisme responsable. Un tourisme responsable, pour moi, c'est un tourisme dont l'impact environnemental et social est maîtrisé et le plus faible possible. Mon objectif dans ce tourisme responsable, il est même inverse, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui un mot qui est très à la mode du tourisme régénératif, c'est-à-dire que l'impact de l'humain doit régénérer le lieu où il évolue. Et régénérer, ça veut dire que d'un point de vue environnemental, on fait du bien à l'environnement quand on est là, et c'est même vrai d'un point de vue social. C'est-à-dire qu'on est capable de s'intégrer dans les populations locales, mais s'intégrer durablement sans avoir des effets néfastes sur ces populations. Il y a une notion de respect qui est importante là. Oui, à chaque fois qu'on part sur une destination ou qu'on arrive quelque part, on n'est pas chez nous en fait. Et c'est rigolo parce que la crique, on avait écrit bienvenue chez vous finalement. Et parce que on est que habitants d'un lieu et il y a des gens qui habitent déjà et on s'intègre dans ce lieu, dans cet environnement du mieux qu'on peut. On est de passage dans cette belle nature, comme on dit. Voilà, on est de passage. Est-ce que vous avez dû renoncer à certaines de vos activités qui étaient peut-être non compatibles avec les activités de l'agence pour rester dans cet esprit d'éco-responsabilité ? Thierry, là c'est la grande question de l'humanité et oui, la réponse est oui. Depuis 2009, on a vraiment évolué, c'est-à-dire que nos connaissances scientifiques n'étaient pas les mêmes, la pression sociétale n'était pas la même et comme nous, on se positionne comme innovant, vous avez parlé de précurseurs, mais on est plutôt innovant sur le sujet, on va chercher toujours un peu plus loin et effectivement, moi j'ai renoncé déjà à beaucoup de choses. Un exemple très concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vend plus de séjours qui nécessitent un transport aérien. Et là où on l'a fait il y a quelques années, aujourd'hui, on ne le fait plus du tout. C'est un refus catégorique. Aux grandes dames de mes guides qui veulent proposer des séjours à l'autre bout du monde, mais bon, c'est des choix un peu radicaux, mais c'est des choix nécessaires. Alors vous avez à cœur bien sûr de ne pas déranger les écosystèmes que vous traversez et de réduire au maximum l'impact des activités proposées par Annecy Aventure. Comment cela pourrait-il se traduire concrètement ? Concrètement, quand vous voulez avoir un impact environnemental faible sur l'organisation d'un séjour, d'un séminaire, tout se fait à la base. À la base, c'est-à-dire dans la conception du projet. C'est-à-dire que nos clients viennent avec un projet et nous, nos chefs de projet, leur rôle, c'est de prendre en considération les desiderata des clients, bien sûr, mais néanmoins, nous, on doit avoir comme leitmotiv l'impact environnemental faible. C'est-à-dire que les déplacements, il faut les optimiser. La nourriture, il faut faire en sorte d'être sur des produits locaux, fabriqués, faits maison, etc., etc. Et puis la saisonnalité est très importante, c'est-à-dire que en fonction des contraintes de saison, il faut proposer un projet qui soit en adéquation avec les desiderata des clients.
Comment ça se passe au niveau de la sensibilisation à la préservation de l'environnement avec la clientèle ? On a une stratégie sur le sujet qui est un peu la stratégie de on vous montre comment on fait et on vous propose ce qu'on sait faire et en gros en toute simplicité on leur dit c'est comme ça et on n'a pas trop d'autres options, c'est-à-dire que quand vous allez prendre un repas chez nous, eh bien ça sera proposé par un de nos partenaires qui est local, qui fait avec des produits locaux et puis c'est apprendre un peu, en gros c'est apprendre ou à laisser. Alors ce qui est super, c'est que même si sur le papier ils trouvent que c'est pas formidable, peut-être, mais si c'est bien vendu, ça peut l'être. À l'arrivée, ils trouvent que c'est extraordinaire. C'est-à-dire que on travaille beaucoup sur la preuve par neuf en fait. C'est-à-dire qu'on leur montre que c'est possible et derrière, ils adhèrent complètement au projet. Il y a peut-être une petite réticence au départ, mais après une vraie présentation, ils adhèrent au projet. Voilà, ils adhèrent et puis quand ils goûtent et ils mangent, ils disent ouais c'est bon et on a bien fait en fait. Et ils reviennent. C'est là où on fidélise notre clientèle. Est-ce que vous constatez une certaine appétence du public pour ce type d'événement et d'organisation d'événements aujourd'hui ? Alors oui, complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le modèle qui on a beaucoup depuis 3 ans, on a énormément de demandes sur ce genre d'événements. Et la partie éco-responsable et même à une clé de facteur de succès. C'est-à-dire que les entreprises, à partir du moment où on s'est vraiment affiché dans ce créneau-là, les entreprises, elles sont venues, elles ont abondé sur pour nous proposer leur sortie séminaire, qu'on puisse organiser leur sortie séminaire. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres agences concurrentes à la vôtre dans ce type justement d'éco-responsabilité dans la région ou en France ? Évidemment, je pense qu'il y en a qui existent dans la même typologie. Après, nous, l'avantage concurrentiel qu'on peut avoir par rapport aux autres, c'est que c'est dans notre ADN. Et dans notre ADN de conception du projet Annecy Aventure. Donc on a de l'expertise en amont et surtout on a 15 ans d'expertise aujourd'hui sur le sujet. Donc on est dans notre proposition d'offre, on est extrêmement cohérent. Et les clients, quand ils viennent avec leur projet, ils savent que derrière, il y aura cet impact. Cette garantie. Ouais, cette garantie, puis c'est l'impact sur leurs collaborateurs. Des garanties d'impact sur leurs collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises viennent chercher ça dans leur politique RSE. Ça fait partie de leur éducation. Auprès des salariés. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise avant qui faisait un séminaire à l'autre bout du monde avec beaucoup de choses superficielles, on va dire. Aujourd'hui, on est plutôt recentré sur l'essentiel et les choses simples qui nous permettent de passer finalement un bon moment. Donc on amène d'autres valeurs d'entreprise. Est-ce que ça coûte peut-être moins cher également parce qu'il y a moins de moyens artificiels, comme vous dites ? Le coût, je vais dire que le coût, ça dépend sur quelle destination on est. C'est pas forcément, les entreprises vont pas chercher un coût, parce que quand vous partiez au Portugal pour aller 100 € aller-retour pour 3 jours. Aujourd'hui, c'est vrai que vous prenez une chambre d'hôtel à Annecy, ça va être la même somme. Donc c'était ça notre concurrence aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, les entreprises, dans leur politique RSE, ont vraiment pris conscience que les déplacements carbonés, en particulier d'avion, ont un impact sur leur bilan carbone et du coup préfèrent organiser leur séjour sur place. Est-ce que des entreprises viennent avec des projets déjà ficelés, mais ils vous confient entre guillemets tout le côté RSE, responsabilité et éducation à l'environnement ? On a tout en fait. On a ceux qui arrivent avec leurs projets ficelés et d'ailleurs c'est les plus durs à essayer de leur dire il faut peut-être changer ça, à convaincre, les plus durs à convaincre. Par contre, ceux qui viennent avec des projets un peu libres en disant voilà, nous on a tel budget, on est 50 ou on est avec un nombre, un budget et une date, nous on leur propose en général quelque chose qui leur correspond. Et certaines disent certaines viennent parce que on a cette politique environnementale. Ils viennent pour ça,
Donc ils veulent ça. C'est ce qu'ils recherchent. Ils recherchent à 100%. Et donc du coup, à nous de pousser les curseurs pour que la proposition d'offre, elle soit en adéquation avec leurs attentes. Et vous faites du sur-mesure? Oui, tout le temps. On fait du sur-mesure pour 10 personnes, pour 50 personnes, pour 100 personnes. On fait toujours du sur-mesure. Comment voyez-vous l'évolution d'Annecy Aventure dans les prochaines années? Très bonne question, Thierry. L'évolution d'Annecy Aventure. Eh bien, c'est une entreprise... alors, j'ai jamais travaillé à court terme, je suis plutôt moyen-termiste, long-termiste. Donc aujourd'hui, Annecy Aventure existe. Elle est dans le champ des entreprises, des agences événementielles d'Annecy et de la région. Et en fait, elle se porte bien. Donc... comment je la vois évoluer? Plutôt positivement et puis de plus en plus engagée sur ce côté-là, parce que c'est quand même par là que j'apporte ma pierre à l'édifice, par cette sensibilisation et puis par donner faire des projets éco-responsables pour les entreprises. Ouais. Donc oui, j'ai pas de souci pour l'avenir sur cette agence en fait. Vous êtes un homme de projet, est-ce que vous avez des ambitions avec votre équipe? Parce que bien sûr, vous n'êtes pas tout seul, vous avez cet été une dizaine de collaborateurs, plus quand bien sûr il y a besoin d'effectifs complémentaires. Donc c'est quand même une équipe à gérer, une responsabilité également. Oui, là c'est la casquette du chef d'entreprise, chef d'entreprise, manager, qui choisit ses collaborateurs pour un projet commun. Et dans nos recrutements de collaborateurs, on parle que du projet, on ne parle pas du reste. Il faut que nos collaborateurs adhèrent au projet pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur travail. C'est un des objectifs. La grosse difficulté que je trouve dans la gestion d'Annecy Aventure, c'est finalement nos fournisseurs ou nos prestataires d'activité, c'est-à-dire de travailler sur leur acculturation pour que la chaîne de valeur du client, donc ce qu'on appelle dans le tourisme le parcours client, chaîne de valeur c'est plutôt dans l'industrie, mais le parcours client soit cohérent de A à Z, du moment où il trouve l'agence et du moment où la prestation elle est délivrée. Et quand effectivement, donc notre base de fournisseurs sont très sensibles au sujet, mais forcément, comme nous on pousse un peu les curseurs, il faut que nos prestataires les poussent aussi. C'est ça l'enjeu de demain en fait, quelque part. Parce que certains prestataires n'ont pas encore franchi le pas ou saisi l'importance de l'éco-responsabilité. On revient toujours au point de départ, c'est le côté précurseur, c'est-à-dire que l'innovation, il faut pousser les curseurs, il faut avoir un peu des visions avant-gardistes qui permettent de satisfaire nos clients. Et derrière certains prestataires y vont à 100%, j'en ai quelques-uns en tête, mais d'autres un peu moins. Donc c'est là où moi j'amène de la tolérance, c'est-à-dire qu'il faut les éduquer, les sensibiliser, leur montrer qu'on peut y arriver avec ce genre de politique et de philosophie. Donc voilà, c'est vraiment important. On va terminer ce volet tourisme avant de parler de la crique sur une question assez générale. Comment vous voyez l'avenir du tourisme ? Alors, vaste question. Oui, le tourisme, donc moi, me passionne depuis longtemps. Je l'ai même enseigné une partie de ma vie. Donc, comment je vois l'avenir du tourisme ? Je pense que les gens aiment voyager. Et aimeront toujours voyager, c'est important. En tout cas, ça amène beaucoup d'enrichissement personnel. Et finalement, je pense que le tourisme a un bel avenir. Après, ça va être un tourisme différent. Et même moi, personnellement, aujourd'hui, je le conçois plus comme il y a 10 ans en arrière. Et aujourd'hui, moi, le tourisme, c'est partir de chez moi en vélo, partir de chez moi à pied, faire un tour dans les montagnes qui nous entourent, c'est partir faire 300 km et découvrir une autre région. C'est en fait, le prochain tourisme sera beaucoup plus localisé, je pense. Il sera avec moins de kilomètres, ça c'est clair. On ira moins loin en avion.
Oui, en avion, on aura d'autres modes de transport. Le train, aujourd'hui, a un peu le vent en poupe et les investissements sur le ferroviaire devraient être très conséquents, j'espère. Les modes doux, bus, vélo, à pied, parce qu'à pied, on peut faire des choses extraordinaires. Moi, je me fais souvent un petit voyage à pied personnel dans les montagnes. Je trouve ça... Je reviens très heureux de tout ça. Donc oui, ça a vraiment changé et ça va changer et il faut qu'on continue d'aller dans ce sens-là. Ça permettra de découvrir ou de redécouvrir des régions qu'on a sous-estimées pourtant si près de chez nous. Ouais, moi j'ai pas mal voyagé à une époque et on disait il y a 3 pays dans le monde qui sont extraordinaires. La Bolivie, que je connais pas mal, la Nouvelle-Zélande, que j'aimerais bien connaître, et la France. Et finalement, la France est tellement riche de paysages diversifiés, c'est incroyable. La première destination touristique au monde. Oui, alors ça, on parle de nuitée étrangère. Ça reste une grande destination touristique au monde. Mais parce que c'est très riche, parce que c'est plein de culture, parce que les paysages sont incroyables. Et nous, là, on a la chance de vivre dans un paysage, dans un site extraordinaire. Encore ce matin, en venant, je regardais ce lac et ces montagnes et je me disais, mais tous les matins, chaque fois que je passe, je ne me lasse pas. Et ça fait 20 ans que ça dure. Eh bien, merci pour la transition. On va arriver ici donc à La Crique. Nous sommes en train d'enregistrer ici en plein été à Saint-Joriot, à La Crique. C'est un endroit que j'ai découvert avec vous, Étienne. Je vous en remercie parce que je trouve ça fabuleux. Comment peut-on présenter La Crique ? La Crique, c'est mon laboratoire d'innovation touristique. Alors ça, j'attaque comme ça, mais pourquoi c'est mon laboratoire d'innovation touristique ? Parce que c'est un lieu qui est situé au bord du lac, avec une petite plage, qu'on a appelée la plage secrète, avec un espace boisé et un bâtiment de 600 mètres carrés au sol, qui était l'ancienne base de voile de l'UCPA. Et ce lieu, j'ai eu la chance avec la mairie de Saint-Joriot de l'obtenir, entre guillemets, d'avoir une concession sur ce lieu pour l'aménager et l'organiser pour faire un accueil touristique. Parce que c'était un lieu qui était quand même assez à l'abandon et aujourd'hui la volonté de la mairie c'était de réhabiliter ce lieu. Donc moi je me suis positionné et du coup je l'ai obtenu. Voilà, donc ce site aujourd'hui, j'ai commencé doucement en 2017 et en 2018 on a attaqué les travaux régénératifs du lieu. On peut le dire. Ouais. Et ce mot était très peu connu, aujourd'hui c'est un mot à la mode, mais en 2018 on parlait déjà de ça dans le tourisme. Et voilà, et aujourd'hui il est composé donc d'une plage avec une partie location d'engins de plage, pédalo, kayak et paddle, d'une petite roulotte qui vend du snacking, des boissons, des glaces et voilà, et des événements sur cette plage, des événements du type guinguette entre guillemets, mais concerts, ce qu'on a appelé les apéros bio, donc concerts et concerts du vendredi soir tout l'été, donc ça c'est des concerts gratuits, où les gens viennent écouter de la musique, voilà. Et ça c'est vraiment l'aspect social qui m'intéresse, c'est-à-dire faire venir des gens dans un lieu magique au bord du lac pour passer un bon moment entre amis. Moi, c'est ce qui me fait... Les relations humaines. Ouais, ça me fait triper parce que je trouve qu'encore vendredi, là, quand t'as la moitié de la plage qui se met à danser sur une musique du monde, de l'Afrique de l'Ouest, au bord du lac, avec un coucher de soleil incroyable, on est dans le bon, en fait. Parce que les gens, ils mangent... simplement, et ce qu'on leur propose, bio et local bien sûr, et puis ils sont entre amis, ils écoutent de la bonne musique et ils passent un bon moment, et finalement c'est simple mais c'est super. C'est ce qu'on recherche aujourd'hui en fait. La simplicité dans les liens humains c'est des bons moments ça. Et on n'est pas obligé de payer 10 000 € pour avoir ces bons moments là. Après ensuite ce bâtiment qui est important parce qu'on l'a rénové de A à Z et aujourd'hui on peut accueillir
des séminaires d'entreprise, donc avec salle de réunion, des vestiaires pour faire des activités de team building. Voilà, derrière on a un jardin privatif avec une tente nomade qui permet de faire des buffets, des repas à l'extérieur et aussi des activités. Dans ce bâtiment aussi, on a récemment ouvert une salle de bloc d'escalade pour un peu tout le monde, et puis on avait cet espace qui devait être alloué à une activité intérieure, parce que des fois quand il fait pas très beau, c'est bien d'avoir un plan B, et puis l'escalade ça nous correspond bien, quoi. Moi en tout cas ça me correspond bien, parce que j'ai beaucoup aimé ça, et je trouve que cette pratique est saine, et c'est sympa. Le bloc, c'est vraiment une activité aujourd'hui que les gens apprécient, c'est convivial, voilà, c'est une belle activité. Et puis à côté de ce bâtiment, le clou du spectacle entre guillemets, qui attire beaucoup les enfants de la région, c'est le Creek Park. Alors le Creek Park, c'est un projet. La porte d'entrée, moi je vais dire que c'est l'éducation à l'environnement par le jeu. C'est comme ça que je le définis, parce que en fait c'est un grand parc de jeux pour les enfants, dédié aux enfants, même si les parents peuvent s'amuser, mais on s'est positionné à la hauteur des enfants. Et en fait, ils s'amusent dans un environnement préservé qui a été éco-conçu. Et j'insiste sur l'éco-conception parce que tout a été pensé en amont et continue d'être pensé pour que chaque détail soit un, qualitatif, et deux, respectueux de l'environnement dans lequel les enfants vont évoluer. Donc c'est de l'éducation naturelle, moi j'appelle ça naturel, parce qu'en fait ils jouent et ils s'en rendent pas compte, mais finalement quand ils vont dans quelque chose ou sur quelque chose ou sur une activité superficielle, la réflexion qu'ils peuvent amener, c'est c'était mieux au Creek Park, ou on était mieux au Creek Park. C'était mieux, mais on était mieux, ou c'était plus sympa, et on était plus en contact des choses finalement naturelles. Oui, c'est vrai que j'ai visité le lieu avec vous ce matin, Étienne. J'ai été bluffé parce que d'une part, c'est très grand. Il y a plein d'espaces préservés de biodiversité, et il y a également plein d'animations pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui accompagnent. Oui, c'était un peu le début. On a vraiment travaillé pour les enfants, et après on s'est quand même rendu compte que les parents qui accompagnent les enfants, il faut aussi qu'ils soient occupés et qu'ils ne s'ennuient pas. Donc on a aussi fait en sorte que les adultes puissent s'amuser avec leurs enfants. Et ça, c'est gagnant-gagnant, parce que l'enfant s'amuse vraiment, et les parents prennent du plaisir à s'amuser avec leurs enfants. On peut pratiquement passer la journée, puisqu'il y a des lieux de pique-nique, il y a même une petite cuisine pour les enfants aussi. Oui, alors ça c'est... alors la journée, oui, potentiellement, les enfants, après, ils sont un peu fatigués, parce qu'à jouer au bout de 2 heures, 3 heures... Il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, après, les parents, il faut qu'ils assument le jeu de 2-3 heures d'enfant, qui est un peu... les enfants sont un peu fatigués. Mais oui, la nouveauté du Creek Park cette année, c'est la construction de ce qu'on appelle en anglais une mud kitchen, une dinette géante pour les enfants. Et là, c'est vraiment... Même moi, je suis surpris du succès d'une telle animation, parce que d'un tel atelier, parce que en fait, les enfants, ils jouent des heures à la dinette, et les parents peuvent s'asseoir sur les mini-chaises et mangent et font les clients des enfants, et ça se passe super bien. Ils sont heureux. Faut le voir pour le croire, mais je vous assure que même moi, je suis le premier surpris de ce succès. Alors au-delà de ça, il y a aussi des tyroliennes, il y a des toboggans, il y a plein d'animations. Exprimez-nous un peu tout ce qu'il y a. Il y a des parcours aussi, des cabanes dans les arbres. C'est fabuleux. Il y a des trampolines. En fait, le concept du Creek Park, c'est l'aire de jeu de ville. Où les enfants s'amusent sur une aire de jeu sous la surveillance de leurs parents. Mais sauf qu'on a déployé ce concept au niveau d'une forêt qui fait 11 000 m² aujourd'hui, donc plus d'1 hectare, avec plein d'ateliers. Et les ateliers divers et variés. Donc pour les plus petits, à partir de 2 ans, bac à sable, petite cabane, la dinette, etc. Et puis à côté, vous avez des cabanes dans les arbres,
dont la plus haute se situe quand même à plus de 8,50 m avec un toboggan pour descendre. Vous avez un trampoline géant, des tyroliennes au sol, vous avez un labyrinthe plus quoi, XXL qui est le plus grand de Haute-Savoie, voilà. Et puis vous avez quoi? Vous avez des parcours au sol, vous avez des jeux simples, mais des jeux de balles, des jeux de construction, des jeux de chamboule tout. Vous avez plein de jeux autour de ce parc divers et variés où finalement l'aménagement qui a été pensé, parce qu'on a voulu préserver beaucoup d'espaces naturels, fait que on découvre, à chaque fois qu'on vient, on découvre des nouveaux jeux, des nouvelles choses qu'on n'avait pas vues la première fois. Il y a les choses extraordinaires qui se disent « Ah bah tiens, je vais faire la grande cabane » et puis il y a les petites choses, mais finalement, souvent les enfants, ils passent autant de temps dans les grandes cabanes que sur le roule-balle ou sur le ball-trap ou sur les petits ateliers. Et tout est parfaitement entretenu, la signalétique, les écorces d'arbres au sol, c'est très propre, c'est très entretenu, c'est vraiment un lieu que j'ai découvert ce matin, que j'invite et que j'encourage à visiter, sincèrement. Oui, merci Thierry, c'est vrai qu'on y passe du temps, ça s'est pas fait tout seul, mais notre position c'est effectivement on fait tout nous-mêmes et on entretient tout nous-mêmes. Et moi je pense qu'on doit aux gens que ce soit un lieu propre, ça c'est important, et entretenu, parfaitement entretenu. On le doit, parce qu'ils payent l'entrée, c'est pas gratuit, et aussi pour mes salariés, parce que je trouve que s'ils travaillent dans un environnement très agréable, ils sont contents de travailler, et ça c'est important pour moi. Et puis ils se donnent, et je les implique beaucoup, mes salariés, dans cet entretien et même la conception du parc, de tout le concept, parce que je pars du principe que si eux ils peignent finalement le panneau de signalétique, ils vont être plus sensibles à faire respecter leur travail. Et ça c'est important, parce que c'est important que ce travail-là, quand t'es client, soit respecté. Et du coup, si tout le monde comprend ça, ça se passe super bien. Est-ce que quand vous les recrutez, il y a des critères particuliers dans leur profil que vous recherchez ? Nous, on est donc le recrutement. Nos recrutements sont un peu atypiques, c'est-à-dire qu'il y a une grosse présentation du projet et on leur dit, voilà, nous, on est comme ça. Voilà le projet, voilà où on va. Maintenant, est-ce que tu adhères ou tu n'adhères pas ? Si tu n'adhères pas, attention, nous, on pousse les curseurs, donc il faut que tu aies une sensibilité environnementale, il faut que tu sois un peu sportif parce que c'est un travail en extérieur et puis il faut bouger. Et puis, si tu adhères vraiment au projet, dis-le nous et puis rejoins l'équipe. C'est comme ça qu'on fait nos entretiens d'embauche. Alors, la crique est ouverte tous les jours de l'été, naturellement, mais peut-être aussi plus largement dans l'année ? Oui, la crique, avec l'ouverture du crique bloc, là, sur la salle d'escalade, va être ouvert à partir de maintenant à l'année. Voilà, donc on est très content de ça. Ça implique deux choses, c'est-à-dire que les salariés vont pouvoir être embauchés plus longtemps, c'est-à-dire j'en ai déjà qui sont permanents, mais voilà, j'aurai plus de permanents. Donc moi, dans ma politique de RH, c'est important de fidéliser aussi mes salariés, c'est parce que je compte beaucoup sur eux. C'est eux aussi qui sont les clés de facteurs de succès. C'est vraiment ils sont stratégiques dans la réussite du projet. Donc ça c'est très important. Et puis le Crick Park, il est ouvert quand même depuis les vacances de Pâques aux vacances de Toussaint. Donc il y a quand même 8 mois d'ouverture, donc c'est assez conséquent. Donc l'accès à la crique est libre et donc gratuit. Est-ce qu'on arrive à avoir des périodes d'affluence qui ne sont pas forcément compatibles avec le respect de la nature ? Comment on maîtrise la situation là, dans ces cas-là ? Oui, alors ça c'est un vaste sujet et surtout avec aujourd'hui on parle beaucoup du surtourisme. Surtout à Annecy ? Oui, à Annecy et ailleurs, même si je ne suis pas forcément convaincu à 100%. Il y a des pic de fréquentation, c'est vrai. Il y a une sensibilité à la fréquentation qui est un peu plus forte chez les autochtones, et ce qui est normal, on n'a pas envie d'être dérangé plus que ça chez soi, je le comprends. Voilà. Donc moi, ma stratégie sur la crique, c'est je communique pas trop.
Et pas trop. Alors, on communique un peu, mais pas trop. On n'a pas envie de dire que qu'on n'a pas envie de montrer aux gens au monde entier surtout, que c'est le lieu extraordinaire du monde entier, qu'il faut venir, surtout etc. Pas, j'allais dire. Sur le ton de l'humour, mais on disait, la petite phrase l'an dernier de communication, c'était dites surtout pas que c'est bien, en fait. Et c'était un peu ça l'idée. Et le concept, c'est on continue de travailler là-dessus. Moi dans le tourisme, j'ai amené quelque chose qui s'appelle la jauge économique. C'est-à-dire que on revient sur la philosophie de départ, hein, donc le côté responsable, éco-responsable et durable finalement, hein, les 3 piliers économie, sociale et environnementale. Et finalement, quand votre jauge économique, c'est-à-dire que quand vous avez assez d'argent pour payer vos salaires, vos charges, vos dépenses, vos charges, votre fonctionnement, vos investissements, c'est peut-être pas la peine d'aller au-delà. Et c'est ça le tourisme de demain, je pense, et l'économie de demain, c'est-à-dire qu'on pose nos jauges économiques et derrière on s'arrête. Et ça, alors c'est pas facile, hein, parce qu'on a une pression sociétale qui dit mais vous êtes entrepreneur. Bah ouais, vous êtes entrepreneur, vous êtes dans l'économie, vous devez gagner de l'argent, c'est votre objectif. Et mon comptable s'arrache les cheveux avec moi, mais bon, ça va, on n'a pas de problème économique justement. Et ça, c'est une lutte de tous les jours. Et même avec vos salariés, c'est une acculturation qui est très compliquée. Parce qu'ils viennent toujours avec des bonnes idées. Et si on faisait ça, on gagnerait plus. Et si on faisait ça, ils gagneraient plus. Et moi, je dis, mais gagner plus pour faire quoi, en fait ? Parce que, en fait, là, t'es payé, les gens, ils sont contents. La société, elle marche bien. Ça va, quoi. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Et ça, ce travail-là, on l'élabore beaucoup sur le concept de l'apéro bio, où finalement on a mis une jauge économique qui s'est traduite par une jauge de repas fournis, de portions de repas fournis. C'est-à-dire qu'on fournit 120 repas pour la soirée. Et on ne va jamais au-delà. Parce que on considère que l'impact environnemental, c'est-à-dire les déplacements des gens à cette soirée, le confort des gens, c'est-à-dire que si tu es 250, tu es moins confortable que quand tu es 120, que l'espace ne peut peut-être pas supporter plus, que le travail des salariés est impacté parce que quand tu as 250 personnes, c'est pas 120, voilà, donc c'est plus de personnel ou plus de fatigue, moins, voilà, plus de nettoyage, voilà. Le concept a été évalué sur chaque chose, les déchets générés bien sûr, sur chaque aspect, et du coup on a posé les bases de ça et on a fixé une jauge économique, sociale et environnementale. Et du coup, aujourd'hui, on est sur un équilibre important. Et le côté social, c'est vraiment la satisfaction des clients. Et des gens qui viennent, ils passent un bon moment. Et du coup, là, c'est vraiment, on touche le cœur du sujet. C'est pas facile, parce que vous avez toujours des gens au milieu qui comprennent pas, qui jouent pas le jeu, voilà. Mais on tient, ça fait 7 ans, je crois, que les apéros bio existent et le concept marche bien. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, Annecy Aventure, à rejoindre l'association IDÉ ? Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'association et à vous engager dans cette dynamique de territoire ? Alors, là, c'est très simple, c'est Rémi Forsens, que je connais bien, qui m'a dit on va créer une association. J'ai dit ouais, d'accord, j'ai dû être le 4e ou le 10e, je sais pas, adhérent. Moi, j'ai été les yeux fermés, parce que une association qui fédère des entrepreneurs qui ont une sensibilité environnementale forte et qui veulent avoir quand même un impact sur ce sujet. Ouais, c'est fédérateur. Moi, c'est la base de ma vie, en fait. Moi, j'adore fédérer les gens autour d'un projet commun qui fait du bien à l'humanité. Donc
oui, j'adhère à 300% et j'aimerais avoir encore plus de temps pour m'investir dans ce genre d'association. Alors nous savons tous que pour définir une trajectoire, pour construire un monde durable, il faut imaginer le futur et le rendre désirable pour embarquer le plus grand nombre. Alors pour vous, Étienne, comment imaginez-vous demain ? C'est une question justement de l'association IDÉ. Demain, j'espère être à contre-courant, mais j'espère que demain, il faudrait qu'on soit plus tolérants les uns avec les autres et qu'on soit capable aujourd'hui de s'écouter, de se comprendre et de vivre ensemble. Malheureusement, c'est pas forcément ce qu'on voit aujourd'hui sur notre planète, mais de toute façon, on ira dans ce sens-là à un moment donné. C'est-à-dire qu'on sera obligé de s'entraider pour que le futur soit désirable. Alors on a pour habitude sur Rouge et Blanc de terminer l'épisode avec notre invité par un message. Quel message, Étienne, vous auriez à transmettre à nos auditeurs ? Alors merci Thierry. Le message, il peut que être basé sur finalement de la tolérance entre nous humains, et cette tolérance doit nous amener à respecter l'environnement dans lequel on évolue. Et voilà, comme vous avez dit tout à l'heure, on est de passage, et être de passage, ça veut dire que notre impact, il doit être minimaliste. Et si on a cette philosophie d'action, eh bien finalement, tout le monde va profiter de cet impact minimaliste qu'on va avoir sur notre planète. Voilà. Puis le deuxième message qui est quand même important, c'est que moi qui suis un acteur du tourisme et qui travaille dans le tourisme depuis longtemps, j'espère avoir prouvé, et je continue de prouver, qu'il est possible de faire du tourisme responsable et durable dans un environnement préservé. Et en tout cas, je m'y attache tous les jours et j'essaye de le montrer, et quand les gens viennent nous voir, on est cohérent avec nos paroles et on leur prouve que c'est possible en fait. Alors on enregistre, Étienne, cet épisode dans le parcours Acrobranche, mais il y a un autre terme dans le parc. On est exactement où précisément ici, là ? Dans le Creek Park, c'est ça ? Dans le Creek Park, merci. Et je voulais dire en fait que pour mesurer l'importance de la préservation de l'environnement, de la biodiversité, l'importance de la nature, je pense que c'est le lieu, j'allais pas dire unique, pour mieux percevoir les choses, mais percevoir en fait l'importance du respect de la nature et de l'avenir pour nos enfants et pour la planète. Je pense que c'est vraiment un laboratoire ici, et on s'y sent bien parce qu'on est entouré d'arbres, bien sûr. On entendait les oiseaux tout à l'heure, on entend la nature, on la vit, on la revit, on la ressent, en tout cas, je dirais plus ici qu'ailleurs. Oui, vous vous en rendez pas compte, Thierry, mais vous êtes assis sur une table en bois et vous touchez du bois. Et vous êtes, et c'est le soleil qui nous chauffe doucement. On a les pieds dans les copeaux qui sont issus de la forêt du Semnoz, déchiquetés par les bois qui sont tombés d'une précédente tempête. Et en fait, on a des cheminements entourés de zones vertes qu'on a appelées, où vraiment les arbres ont poussé. Et puis on est à l'ombre de la forêt. Et finalement... sans s'en rendre compte, Thierry, vous avez passé un moment incroyable, 1 heure dans un environnement très préservé. Et ça, j'espère que vous allez en ressortir ressourcé. Ah mais je reviens, mais c'est sûr que je reviendrai en plus, c'est certain. Alors, je vous remercie, Étienne, pour votre accueil, pour le fait qu'on se sente parfaitement bien ici. En fait, c'est la vraie vie, en fait, la nature. On a bien compris le message. Oui, Thierry, je crois que c'est le message de base, c'est-à-dire que dans les choses simples, et en particulier dans l'environnement naturel, on se sent très bien. Alors je renvoie sur les sites web www.annecy-aventure.com, ça c'est pour l'agence d'organisation, l'agence de voyage réceptive.
et www.annecy-lacrique.com pour ce paradis ici sur Terre, au bord du lac à Saint-Joriot. Oui, merci Thierry, mais surtout, dites pas que c'est super. Hein. Pas trop. Pas trop. Faut le dire. Pas trop. On est entre nous. On est entre nous. Merci en tout cas à Étienne pour l'accueil et pleine réussite pour l'avenir de la Crique et d'Annecy Aventure. Eh bien, merci Thierry pour cette interview très enrichissante. Merci, à très bientôt Étienne. Merci. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à nous mettre une étoile, à donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.